Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Mais avant, je me tourne vers notre partenaire du jour, François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud Florac. Alors, je rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Vous voulez nous parler de quelque chose de spécial aujourd'hui? Petite annonce, demain, jeudi 23 novembre, à 18h, à la Nouvelle Librairie, au 11 rue de Médicis, dans le 6e à Paris, merveilleuse librairie, il y a une dédicace autour d'Alain de Benoît et de ses 80 ans, puisqu'on sort 2 livres, Un chemin de pensée, qui sont des textes offerts à Alain de Benoît à l'occasion de son 80e anniversaire, avec un texte magnifique de Michel Onfray et de beaucoup d'autres, dirigé par Yves Robert. Et moi-même, je sors un livre Alain de Benoît à l'endroit, un demi-siècle de nouvelle droite. Donc ce sera l'occasion de nous rencontrer, de rencontrer Alain de Benoît, et éventuellement d'acheter les livres que nous lui consacrons. Voilà. Eh ben écoutez, on vous invitera évidemment pour ces livres, François Bousquet, pour en parler plus longuement. En attendant, on se tourne vers Arnaud Florac pour son livre Éducation minimum aux éditions Magnus. Vue de haut. Votre famille vous a laissé un peu trop longtemps devant la télé. L'école vous a appris l'antiracisme et pas l'orthographe. Votre horizon ne dépasse pas les bornes de la zone commerciale. L'histoire de France vous semble sans relief. La culture générale sans intérêt et l'avenir sans espérance. Ce n'est pas grave, ce n'est pas surprenant, c'est même tout à fait normal. Le vrai problème, c'est d'en être satisfait. Vous n'avez pas les refs, vous sentez confusément que le monde ne se résume pas aux infos partiales, à la musique de merde, à l'oubli général de ce que nous sommes. Excellente analyse, bienvenue à bord. Vous n'êtes pas obligé d'attacher vos ceintures ni d'écraser vos cigarettes, mais il est conseillé de vous accrocher un peu tout de même. Voilà, c'est comme ça que commence en tout cas ce livre Éducation minimum d'Arnaud Florac aux éditions Magnus qui est avec nous. Bonjour Arnaud Florac. Bonjour Corentin. Vous avez écrit pour Boulevard Voltaire, pour La Furia et pour L'Incorrect. Donc dans ce livre, voilà, on sent bien que vous n'aimez pas véritablement notre monde. Alors je voulais vous parler de la couverture parce qu'elle est assez, elle dit beaucoup de choses, notamment donc c'est des dessins donc de Romée de Saint-Céran. Oui. Donc sur cette couverture, on voit donc un homme, c'est une parodie évidemment donc d'une peinture célèbre dont vous allez nous rappeler le nom. Leçon d'anatomie de Rembrandt. Voilà, et donc on voit un homme en slip, on peut dire woke, plutôt un woke, homme déconstruit. Un homme déconstruit, wokisé, entouré de personnes bien choisies autour de lui, notamment Jean Raspail, on voit Catherine Deneuve et Arsène Lupin, Brigitte Bardot, Cyrano de Bergerac. Voilà, moi je suis pas de la même génération, on sent bien. Justement, j'ai l'impression elle dit tout votre livre, cette couverture. C'est ce qu'on a essayé. Le dessin de Romée, je pense, rend hommage au livre. Il est très réussi. On voulait une référence légèrement détournée, qui est tout à fait dans l'esprit qu'on a voulu donner au livre. Je ne sais pas si la couverture dit tout. En tout cas, il y a pas mal de personnages effectivement qui se retrouvent dans les pages d'éducation minimum. Et l'idée, c'est bien. Alors évidemment, on n'assimile pas le lecteur à cet homme déconstruit ou en cours de déconstruction, mais on aborde notre lectorat avec une certaine miséricorde, puisqu'il a été plongé dans une époque qui est vraiment atroce. Et il s'agit bien donc de fournir des clés pour se réapproprier la culture dans ce qu'elle a de meilleur. Miséricorde. D'ailleurs, on va en reparler de la miséricorde. Alors, il y a un chapitre qui est consacré. Je suis obligé de commencer par là, évidemment, François Bousquet. Ce chapitre qui est consacré à Jean Raspail, à Vladimir Volkov et à Radio Courtoisie, où vous racontez que des émissions sont filmées aujourd'hui et en direct. Oui, ça paraît aujourd'hui surréaliste. Moi, je suis une génération où Radio Courtoisie, c'était Jean Ferré, Serge de Beketch, où il y avait Raspail et Volkov comme bons clients au moins une fois par semaine. On passait les coups de fil à Jean Dutour et pour les bobinos, c'était des voix de dames catées des années 80 qui proposaient de se procurer l'émission sur cassette. Donc vous avez fait un saut technologique incroyable. Voilà. Alors pour tout vous dire, les émissions ne sont pas complètement directes. Elles sont sur YouTube, mais elles sont filmées puis après mises en direct sur YouTube. Mais alors pour vous, c'était intéressant de parler de Radio Courtoisie dans ce Éducation minimum, c'est quelque chose. Alors évidemment, vous dites maintenant les émissions sont filmées et tout ça parce que le titre de Éducation minimum, le sous-titre, ça pourrait être C'était mieux avant. Et là-dessus aussi, Radio Courtoisie, c'était mieux avant ou quand même il y a du mieux. Alors je crois pas que c'était mieux avant, ni Radio Courtoisie ni quoi que ce soit d'autre. Je crois pas que c'était mieux avant. Je pense que ce qu'il y avait avant n'a été remplacé par rien. En fait, c'est surtout ça. Donc dire que c'était mieux avant, je pense que c'est une tentation assez naturelle de notre famille de pensée, pour le dire comme ça. Il y a une espèce de tentation de la nostalgie qui est quasiment permanente, contre laquelle il faut lutter.
Faut accepter ça comme une sorte de fantôme familier, mais il faut pas que ça devienne narcotique. Et je pense que c'est une tentation de la droite, au sens large, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot-là, de se laisser gagner par la nostalgie, de se dire bon bah c'était mieux avant, et puis on va lire des vieux bouquins, et puis en attendant que la mort vienne nous chercher. C'est pas du tout c'est pas du tout le but d'éducation minimum. Et c'est très drôle, il faut le rappeler, ce livre est très drôle. Alors François Bousquet. Oui, oui, exact. C'est un livre assez offensif avec pas mal de clins d'œil. On a évoqué la couverture, on a évoqué le chapitre consacré à Raspail, Volkov et au studio de Courtoisie. Moi, comme Arnaud Florac, même un peu plus. Hein. Ça fait 30 ans, sinon 40 ans que je le hante, ce studio. Il y avait l'abbé Vartel, hein, et Jean Dutour qui a été évoqué, bien sûr, le général Gallois, parmi d'autres noms. Mais il y a un autre clin d'œil, c'est le titre, hein, Arnaud Florac. Éducation minimum, c'est une réplique culte d'un film belge qu'on n'a pas tous vu, mais qui est génialissime, qui est très drôle, qui est peut-être le film belge le plus drôle depuis C'est arrivé près de chez vous. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot sur cette éducation minimum, hein? Oui, effectivement, François. Alors, éducation minimum, ça vient du film Dick Henneck, film culte effectivement pour toute une génération, peut-être même pour deux générations. Donc il faut bien voir que le titre lui-même est au second degré. Il n'y a aucune prétention à asséner des références d'une manière péremptoire en disant voilà ça participe d'une éducation minimum. Dans Dick Henneck, il y a donc le personnage de Claudie Faucamp, plus exactement Monsieur Faucamp, qui est Sales and Marketing Manager des abattoirs d'Anderlecht, qui est confronté à une dame pas très bien élevée qui mange des chips la bouche ouverte dans un bar, et Claudie Faucamp a une sale journée. Et donc il lui dit que c'est extrêmement énervant d'entendre manger des chips pour quelqu'un qui n'en mange pas. Et il conclut éducation minimum. Éducation minimum, bien sûr. Voilà. Et donc, avec un accent brabançon ou bruxellois absolument impossible, hilarant. Et donc c'est ça qui est drôle dans votre livre, c'est que donc vous avez à la fois des rêves, ce que vous appelez des rêves de Jean Raspail, Cyrano de Bergerac, et en même temps vous êtes très inscrit dans votre époque, c'est-à-dire qu'il y a un côté droitard punk, quoi. Bah écoutez, c'est peut-être beaucoup d'honneur que vous me faites. En tout cas, ce qui est certain, c'est pour ça que je vous disais que c'était pas mieux avant, c'est qu'il y a une continuité dans le paysage culturel, mental, esthétique de notre famille. Voilà, moi je tiens à cette notion de famille. Et si on tire le fil, en fait, c'est normal que notre paysage aille de l'année 1314 jusqu'à Dick Henneck, en passant par Brigitte Bardot, James Bond, Arsène Lupin, les Trois Mousquetaires, etc. Tout ça est une continuité. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il y a peut-être de mieux dans l'époque, Arnaud Florac, hein, c'est précisément cette dimension punk, hein, puisque vous avez un chapitre, le savoir-vivre est punk. Hein. Autrefois, le savoir-vivre était assez conventionnel, hein, indispensable mais conventionnel. Oui. Aujourd'hui, il est anti-conventionnel, il est punk. Hein. Oui, tout à fait. C'est un plus pour l'époque. Hein. Oui, alors il y a une forme du coup c'est assez confortable du coup d'être bien élevé, puisque c'est déjà un défi en soi. Aujourd'hui, être mainstream, c'est se taper sur l'épaule, se tutoyer, s'appeler par les prénoms, et donc il y a une forme de contre-cool, une forme de révolte contre le monde moderne dans le fait d'être tout simplement bien élevé. Alors et justement, pour être éduqué pour avoir une éducation minimum, ça passe par des écrivains plutôt classiques. Alors il y a Léon Bloy, Georges Bernanos, Céline, Dostoïevski. Comment vous avez choisi, vous y consacrez un chapitre, hein, dans le livre, comment vous avez choisi ces écrivains? Pourquoi ces écrivains, pour vous, sont particulièrement intéressants et indispensables? Bon, alors déjà, c'est évidemment complètement arbitraire, hein, un petit peu comme tous ces exercices qui relèvent un peu du dictionnaire amoureux, un peu du livre de miscellanée, et puis on se laisse un petit peu d'espace pour un tome 2, un tome 3, parce qu'en fait, on n'a jamais fini de recevoir une éducation minimum, à commencer par nous. Ces écrivains ont été choisis pour des raisons différentes. Léon Bloy, c'est un écrivain qui est méconnu, qui commence, j'ai l'impression, à être redécouvert, mais qui est méconnu et qui a parfaitement saisi la petitesse, l'étroitesse de son époque, mais qui est aussi celle de la nôtre. Bernanos, on peut pas faire l'impasse sur Bernanos quand on se dit catholique. Il y a des chapitres sur le catholicisme, donc voilà, on peut pas faire l'impasse sur la façon dont Bernanos envisage. Et puis notamment sa relation avec la technique qui était prophétique. Il y a 100 ans. Il a écrit des choses il y a 100 ans qui évidemment font écho à notre monde ultra technologique d'aujourd'hui. Oui, il y a un peu moins de 100 ans, j'ai l'impression qu'il y a aussi une réappropriation par notre génération d'un ouvrage comme La France contre les robots. Donc voilà, il fallait parler de Bernanos. Céline, parce que Céline est difficilement classable, et puis quand on parle de Céline, les lecteurs conventionnels sentent toujours un petit peu que c'est sulfureux, donc voilà, pourquoi s'en priver? Céline qui est d'ailleurs le moins catholique de tous. Oui, on peut même dire qu'il est pas tout à fait catholique. Et puis Dostoïevski qui est chrétien mais pas catholique, parce que Dostoïevski est souvent réputé difficile, parce que ses ouvrages sont
Conséquent. Conséquent. Beaucoup de personnages. Voilà, et je pense que c'est important de se plonger dans Dostoïevski, en tout cas dans ces deux grands ouvrages, au moins les frères Karamazov et Crime et Châtiment. Et donc, voilà, justement sur la distinction du bien et du mal, c'est très important, notamment de lire Dostoïevski. Oui, tout à fait. Alors, avant de donner la parole alors François Bousquet, parce que François Bousquet, évidemment, les écrivains, c'est votre rayon. Oui, mais il y a une palette. C'est d'ailleurs des écrivains qu'on retrouve à la Nouvelle Librairie, en tout cas qui sont mis en avant dans la Nouvelle Librairie. Oui, je crois qu'on peut dire que la plupart des auteurs qui sont abordés par Arnaud Florac et Romet de Saint-Céran, on les trouve à la Nouvelle Librairie, bien sûr. Mais vous évoquez la notion de famille. Vous dessinez peut-être d'une certaine façon à l'hologramme de l'anarchiste de droite. Mais dans tous ces auteurs, il y a Julius Evola, il y a Dominique Vénère. Dominique Vénère, pour qui le connaît, est juste avant la messe en latin. Donc il y a un télescopage surprenant, moi qui me réjouis, puisque la famille doit être entendue au sens large. Ce sont des auteurs qui structurent la formation d'un jeune homme. Mais il y a également ces auteurs-là. Volkov, Raspail d'un côté, Vénère de l'autre, et même Julius Evola, qui est surprenant. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison d'insister, François, sur cette notion de famille qui est très importante. Et puis, historiquement, la droite, c'est une famille qui se déchire, mais au contraire, une famille doit être entendue au sens large. Et dans une famille, surtout une famille comme la nôtre, surtout dans une époque comme la nôtre, on peut pas se payer le luxe du déchirement. Donc, il faut bien entendre cette famille comme une famille qui s'engueule avec des portes qui claquent et où tout le monde se retrouve autour de la table à la fin. Donc, par parenthèse, Dominique Vénère, pourtant peu suspect de tendresse envers le catholicisme, avait quand même beaucoup de respect pour le catholicisme traditionnel. Oui, non, je comprends bien. Oui, c'est les siens. Et dites Arnaud Florac, est-ce que toute cette famille d'auteurs, mais il n'y a pas que des auteurs, parce qu'il y a des cinéastes, on en parlera, il y a d'autres choses, est-ce que ça ne dessine pas en creux le portrait de ce que pourrait être un nanar de droite idéal? Alors, peut-être. Et quelle est la définition d'un nanar de droite aussi? Bon, je pense que. Vaste sujet, oui, exact. Ouais. Tenter de circonscrire l'anarchisme de droite par une définition, déjà c'est pas très anard de droite. Je pense que si vous permettez, je vous en soumets une. C'est la capacité à articuler l'aristo et le populo, le faubourg Saint-Germain et les faubourgs des grandes villes, le bistrot et les salons, Audiard et Léon Blois, Barbé d'Aurevilly et Bernard Blier. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Dick Neck et allez, les tontons flingueurs. Exact, oui. Dick Neck et Visconti. Oui. Dick Neck et le Moyen-Âge. Exactement. Vous avez peut-être raison, c'est peut-être en creux un portrait de l'anarchiste de droite. Encore une fois, c'est très arbitraire et puis c'est pas du tout un ensemble fini puisque on travaille déjà avec Romet de Saint-Céran sur un éventuel tome 2. Mm-hmm. Voilà, donc, teasing pour le public qui, quand il se sera procuré par millions cet ouvrage, attendra le deuxième. Voilà. Mais c'est jamais fini, si vous voulez. Donc, oui, vous refusez un art de droite, justement, c'est quelqu'un qui ne se donne pas de définition. En fait, exactement comme la définition qu'on pourrait donner d'un gentleman, un anard de droite vous dira jamais qu'il est un anard de droite. Voilà, c'est pas possible. Tout le problème. C'est tout le problème. Alors, on a parlé des écrivains, puis vous parlez aussi, on parle des icônes vintage, parce que donc moi, je suis plus jeune que vous, je suis né dans les années 90, milieu des années 90. Donc il y a Brigitte Bardot, il y a Jean-Pax Meffray, il y a Fanny Ardant, il y a James Bond. Alors là, vous dites qu'il ne faut pas être nostalgique, mais on sent quand même dans votre livre une certaine nostalgie pour ces icônes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que on n'a plus d'icônes. C'est vous qui êtes nostalgique en disant qu'on n'a plus d'icônes. On a moins d'icônes. Allez-y. Non, moi tout ce que je fais, c'est pas de la nostalgie. Tout ce que je fais, c'est reparler de ces icônes qui risquent d'être effacées par une deuxième mort. Bon, tous ces gens sont pas morts, mais quand on cesse d'en parler, ils meurent à nouveau. Donc pour les jeunes générations qui ne les connaissent pas, je voyais hier soir une jeune auteure qui a 22 ans qui sort son premier bouquin, qui est un bouquin excellent et qui connaissait pas Fanny Ardant. Voilà, bon, pourtant actrice populaire. En fait, on se rend compte que donc c'est pas de la nostalgie, c'est simplement un service qu'on rend au lecteur en lui disant, écoute, peut-être que tu connais pas, mais je pense que ça pourrait te plaire. Alors justement, parce qu'il y a à la fois il y a Jean-Pax Meffray et Brigitte Bardot, plutôt, on va dire plutôt de droite. Il y a aussi James Bond. James Bond, pour vous, il a été déconstruit, c'est-à-dire qu'avant James Bond avait plusieurs conquêtes, il buvait un vodka martini au shaker, non à la cuillère, et puis maintenant aujourd'hui, il a une femme auquel il est fidèle, et puis il ne boit plus d'alcool, et puis il fait attention à son bilan carbone.
Alors non seulement il a une femme, alors, à laquelle il est fidèle, je ne sais pas, mais en tout cas dans le dernier opus qui est vraiment une pochade infâme. Avec Léa Seydoux, Avec actrice Léa Seydoux. française, Voilà, actrice française. nièce de Jean Seydoux, des productions au pâté, mais ça n'a rien à voir avec sa carrière d'actrice. Mais Non. allez-y. Dans le dernier opus, James Bond découvre que donc Léa Seydoux, qui est son ex, a eu un enfant sans le lui dire. Mhm. Et James Bond, qui a le permis de tuer et qui a une petite expérience opérationnelle, se rend compte qu'en fait, il est pas du tout à la page, parce que c'est pas la peine d'avoir le permis de tuer si on sait pas où sa femme range les bols. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu, cet homme-là? James Bond, le James Bond des livres, parce que le James Bond des premiers films avec Sean Connery est un peu plus caricatural, mais le James Bond des livres, c'est l'apogée c'est pas l'apogée de l'androcène comme disent les féministes, c'est l'apogée de la charge mentale de l'homme. Voilà, c'est un homme qui est brisé par le service de son pays, qui est appelé 2-3 fois par an. Le reste du temps, il s'ennuie dans un bureau. Il est appelé 2-3 fois par an pour risquer sa vie dans des missions très difficiles. Donc, il incarne à la perfection ce que la société demande normalement à un homme, et c'est ni bien ni mal, c'est tout à fait, voilà, c'est comme ça. Alors, François Bousquet, là-dessus, sur cette sélection d'icônes vintage, qu'est-ce que vous en pensez? Brigitte Bardot, Jean-Pax Meffray, Fanny Ardant, James Bond. Un mot sur Bond, au moins il meurt dans le dernier, donc on va voir par Ah, qui mais il faut pas Ouais. divulgacher, François. Peut-être une femme noire, une jambiste, enfin à voir. Ce serait audacieux. Oui. Ouais. Il y a 10 ans, ça deviendra un film comique. Hein. Ce serait formidable. Vous évoquiez là une jeune romancière qui ne connaissait pas Fanny Ardant, mais c'est vraiment là on est au cœur de l'objet du livre. Hein. C'est la question de la culture générale. Maintenant, pour rentrer à Sciences Po, il n'y a plus de sélection pour la culture générale. Hein. Or, la culture générale, c'est ce que nous avons en commun, chaque génération, les jeunes, les vieux, les médians, etc. Il y a une chaîne intergénérationnelle. Aujourd'hui, chaque génération est enfermée dans sa bulle. Hein. Oui. Tout à fait. Et donc, il n'y a plus de commun. Oui. Il y a dans la culture générale telle qu'on entendait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ma génération, la vôtre, il y avait une notion de mot de passe, de clé, une Exact. clé commune. Voilà. On avait les mêmes refs, pour le dire dans le Référence. vocabulaire du jour. Les gens voilà, avaient une culture qui était à la fois une culture classique, un peu livresque, un peu cinématographique. Quelques références musicales et puis quelques mots de passe historiques, l'histoire le roman national tel qu'on l'a pris, Bainville, Lavis, les cartes murales de Vidal-Lablache, etc. Et en fait tout ça était intergénérationnel. Il n'y avait pas de clivage entre les générations et chacun n'était pas enfermé dans une espèce de bulle culturelle. Alors justement, on vous parlait beaucoup de cinéma, hein, parce qu'il y a Brigitte Bardot, Fanny Ardant, James Bond. Là-dessus aussi, il y a des grands films iconiques du cinéma français. On parlait de Napoléon tout à l'heure avec Christopher Lann, et notamment, il a été, il n'est pas complètement, il est mitigé sur le film, mais ce qu'il a rassuré, c'est que Napoléon n'est pas déconstruit, n'est pas wokisé. Et ça, aujourd'hui, évidemment, à part évidemment Dick Neck avec donc François Lambrouille, François Damiens, il y a beaucoup de films qui sont détruits, wokisés, et on retrouve les films d'antan en se disant on pourrait plus dire tout ce qu'il disait à l'époque. Oui, effectivement. Alors je pense que les spectateurs de Napoléon vont être extrêmement surpris de voir que la vieille garde n'était pas composée de Tutsis. Je pense que c'est la première fois qu'on leur propose une lecture de l'histoire au premier degré. Oui, effectivement, il y a des choses qu'on pourrait plus autoriser aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que les gens continuent, même dans la jeunesse, à être fidèles aux films d'Audiard. Quand on les voit, on se dit mais c'est plus possible, c'est plus imaginable. Notamment la relation homme-femme. Alors François Bousquet, là-dessus sur le cinéma, je sais pas si ça vous intéresse le cinéma. Vous êtes très cinéma, François? Oui, comme Arnaud Florac, entre autres, mais avec Visconti, qui n'apparaît pas, et aussi Pasolini, qui n'apparaît pas. Mais c'est pas grave, il y aura un volume 2. Il y a un petit mot sur Pasolini. Il y a un petit mot sur Pasolini. Fanny Ardant parle de Pasolini. Exact, ouais, sur Fanny Ardant. Ouais. Parlons-en de Fanny Ardant. Peut-être petite réserve, dans le éducation minimum 2, il faudrait peut-être un peu plus de femmes. Hein. Fanny Ardant, Marie-Antoinette, Brigitte Bardot, quid d'Arletty, quid d'Édith Piaf, quid de Jeanne d'Arc. Hein. Alors, Arletty et Edith Piaf, effectivement, c'est une bonne idée. Alors, il y a d'autres héroïnes hein, dans l'éducation minimum. Il y a Violette Szabo, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est une femme, une agent secret franco-britannique, qui n'a pas attendu les quotas, la parité et les femmes fortes et indépendantes pour s'engager au service de son pays, puisqu'elle est morte à 23 ans en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, en laissant derrière elle une petite fille. Donc, c'était important aussi d'avoir des figures un peu moins connues. Il y aura tout autant de femmes. En fait, quand vous regardez, je crois qu'on a respecté quasiment une stricte parité. Il y a autant de femmes que d'hommes, et le reste, ce sont des livres, des références cinématographiques, musicales, historiques.
Voilà, on tenait justement à ce qu'il y ait un certain nombre de figures de femmes dans ce livre. Et ça, c'est l'éducation minimum aussi. Hein, c'est aussi être un gentleman, en tout cas un homme construit, non pas déconstruit. Alors, il y a, je voulais. Et vous commencez par Mademoiselle, hein. Oui, tout à fait. En plus. Ouais, je commence par regretter la disparition du prédicat Mademoiselle. Alors, je voulais vous pencher sur un film qui a fait polémique récemment, c'est Autant en emporte le vent. Alors évidemment, nos auditeurs l'ont sûrement vu, c'est un film qui a cartonné aux États-Unis à l'époque, un des plus grands succès mondiaux du cinéma. Et évidemment, ça parle d'une histoire d'amour, mais dans un contexte d'esclavagisme aux États-Unis. Et ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus possible. En tout cas, les téléspectateurs, les spectateurs de ce film ne peuvent plus le voir sans cette éducation biaisée, wokisée. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors que si vous regardez l'intrigue d'Autant en emporte le vent, que ça soit celle du livre ou celle du film, on pourrait presque dire que l'esclavagisme est un point de détail de la trame narrative d'Autant en emporte le vent. Il n'y a pas de, c'est pas un film sur l'esclavagisme, c'est un film sur la guerre de sécession, un film sur le vieux Sud et sa mort, c'est un film sur des âmes qui se cherchent et qui se trouvent pas, Rhett et Scarlett. Il y a tout autre chose que l'esclavagisme, et en fait les gens ne voient plus que ça parce qu'on leur a appris à ne plus voir qu'une dialectique post-marxiste de lutte entre dominants et dominés. Alors, François Bosquet. Ça a été complètement pour recourir au vocabulaire du wokisme. Hein. Ce film a été cancellé puisque la génération de Corentin le connaît pas ou mal, alors que nous, on le voyait à chaque fête de Noël. Hein. Comme Ben-Hur, on avait droit aux 3 heures de Ben-Hur, et au Peplum 4 heures de Ben-Hur et 4 heures de Autant en emporte le vent. Moi, j'ai dû le voir 10 fois, ce film. Hein. Et les tontons flingueurs. Je sais pas si vous avez connu les Noëls avec les tontons flingueurs, mais ouais. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Tout au long de l'année, les tontons flingueurs. Oui, c'est vrai. Alors voilà, donc justement il y a ces films et ce cinéma qui est différent. Alors moi je voulais vous pencher sur quelque chose évidemment moi qui me tient à cœur, c'est le côté catholique du film, parce qu'une éducation minimum, il n'y a pas d'éducation minimum sans éducation religieuse. Et vous dites, vous avez deux chapitres, catholique français pourquoi faire et la messe en latin. Alors quelles sont vos attaches avec le catholicisme? Et aujourd'hui vous dites on peut être anard, on peut être punk, on peut avoir, mais dans l'éducation minimum il y a cet enracinement dans le catholicisme qui est indispensable. C'est comme ça que je le vois, et c'est ce que j'ai souhaité transmettre. Moi, j'ai un attachement avec le catholicisme qui est celui d'un fidèle de base, qui n'a pas d'autre prétention que d'essayer d'aller au ciel avec le moins de difficultés possible. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Sur la messe en latin, je l'ai appelé volontairement la messe en latin, parce que c'est comme ça que l'appellent les gens qui n'y vont pas. Donc il y avait la messe tridentine. La messe tridentine, la messe traditionnelle. On peut l'appeler la messe de toujours avec certains. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Vous voyez que les églises conciliaires sont vides. Quand elles sont pas vides, elles sont peuplées de 3 ou 4 retraités du Modem en Birkenstock qui chantent des petites comptines malaisantes. Les églises traditionnelles sont pleines, les vocations sont riches, et il y a quand même une question à se poser. Une question à se poser qui nous renvoie à la grandeur, au sacré, à un certain nombre de choses qui ont été peut-être plus ou moins volontairement perdues. Et ça fait partie de cette éducation minimum, c'est pas seulement un retour au spirituel, c'est un retour au spirituel millénaire. En fait, je pense que qu'on parle de religion ou qu'on parle d'autre chose, toute conversion est esthétique. Et il y a peut-être une erreur de considérer que, spécialement nous les catholiques, par opposition à toutes les autres religions, on serait une religion qui, pour se convertir, exige une aventure intellectuelle de haute volée, la lecture complète de Maritain, un abonnement à la Croix, Premium, etc. Alors qu'en fait, c'est une religion qui vient des esclaves, qui vient de gens très simples, qui s'est répandue par des guerriers barbares qui n'avaient pas beaucoup d'éducation. Il y a une tentation de croire que c'est une religion intellectuelle et qui en éloigne les gens. Alors la Croix, moi, Maritain, on invite nos auditeurs à lire Jacques Maritain. Pas tout. Alors pas tout. Alors, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Marie Falicon, puis après on reviendra avec vous sur ce livre Arnaud Florac, Éducation minimum aux éditions Magnus. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors Arnaud Florac, dans votre livre Éducation minimum, on a parlé des écrivains, on a parlé notamment des icônes, on a parlé de cinéma, d'Autant en emporte le vent,
une éducation minimum aussi s'inscrit avec des racines chrétiennes profondes. Et puis il y a aussi l'historiquement incorrect que vous n'aimez pas. Notamment, vous parlez du génocide vendéen, vous parlez du Moyen Âge, vous parlez du roman national. Une éducation minimum, ça implique donc d'avoir une distance par rapport notamment à ce qu'on pourrait nous raconter dans l'éducation nationale et de se réinformer, comme on aime dire ici, aussi historiquement. Oui, c'est très important. Je vais reprendre, pour faire plaisir à François, une distinction célèbre introduite par Dominique Vénère entre l'extrémiste et le radical. On nous prend souvent pour des extrémistes et je pense qu'il faut que nous soyons des radicaux. Être un radical, c'est revenir à la racine des choses. Être un extrémiste, c'est être stérile et romantique. Pour être un radical, il faut revenir à la racine. Donc il faut se réapproprier nos racines, à commencer par nos racines historiques. Donc c'était très important de mettre, sans être scolaire, il n'y a pas de bibliographie, il n'y a pas de date à retenir. Sans être scolaire, il y a une histoire affective de la France qui est très importante, je pense, dans une éducation, fût-elle minimum. Alors, juste avant de donner la parole à François Bousquet, sur le Moyen-Âge, vous dites le Moyen-Âge c'était mieux avant. Aujourd'hui, évidemment, on vous dit ah mais c'était terrible, les conditions sanitaires, les femmes, la place de la femme, le travail était rude. Vous dites c'était mieux avant. Alors moi, j'ai pas connu le Moyen-Âge de première main, mais quand vous regardez la façon dont c'est enseigné, il y a dans l'historiographie de l'école de l'éducation nationale, il y a une défiance vis-à-vis du Moyen-Âge où les gens mouraient très jeunes, où on avait des peurs irrationnelles, les gens étaient très peu cultivés, ils apprenaient les nouvelles par le colporteur, c'était incroyable, c'est horrible. Aujourd'hui, il y a Wikipédia, on peut s'informer en toute objectivité. Aujourd'hui, il y a des chaînes d'information totalement objectives et les gens, comme vous le voyez, n'ont jamais été aussi cultivés que maintenant, puisque une trentaine de pourcents pensent que la Terre est plate. Voilà, donc vous voyez, finalement, pour les maladies, c'est exactement la même chose. Les gens avaient une peur irrationnelle de la peste noire pour le coup, on peut les comprendre, puisque les cadavres s'empilaient dans les rues. Il y a d'autres maladies dans lesquelles on n'a pas vu beaucoup de cadavres s'empiler dans les rues et qui ont donné des peurs irrationnelles aux gens. Donc finalement, tout le jugement très sévère que nous portons sur le Moyen-Âge, parce que c'est une époque prétendument sombre, alors qu'elle n'a jamais donné autant de cathédrales, d'auteurs, d'artistes. Voilà, le jugement très, très sévère que nous portons sur le Moyen-Âge est largement biaisé et mérite qu'on se penche un petit peu plus sur cette période. Alors François Bousquet. Il y a une date au Moyen-Âge que vous épinglez, 1314, vous allez nous dire pourquoi. Le titre, c'est le début du bordel. Hein. Donc là, on voit bien le ton du bouquin, mordant, drôle, offensif. Hein. Pourquoi 1314? C'est quasiment la fin du Moyen-Âge, à vous écouter. Alors, il faut bien choisir une date pour le début du bordel. Je pense que vous savez, François, que c'est un serpent de mer, ce débat dans notre famille de pensée. Quand est-ce que ça a commencé à décliner? Je crois que vous vous souvenez peut-être de cet excellent film Mort d'un pourri, dans lequel un des personnages demande au héros, qui est joué par Alain Delon, lui dit mais tu te rends bien compte que dans ce pays il faudra bien un jour que ça craque, et Delon lui répond, si nous parlons du même pays, je crois que ça craque depuis les derniers Valois. Et donc on se demande toujours quand est-ce que ça a commencé à craquer. Est-ce que ça a craqué en 68? Est-ce que ça a craqué en 1848? Est-ce que c'était 1789? Est-ce que c'était encore avant? Est-ce que c'était 843, le traité de Verdun? Il y a Bainville qui dit ça dans la petite histoire de France. Retenez bien cette date, elle est la cause de tous nos malheurs, etc. Donc on se pose la question régulièrement dans notre famille de pensée, quand est-ce que ça a commencé à décliner? Donc arbitrairement 1314, ça permet de montrer que en 1314, l'État devient gallican, il lève pour la première fois un impôt à l'échelle du pays, donc la main jacobine de l'État envahissant commence à prélever leurs ressources aux gens. Il y a un certain nombre de faits politiques qui nous rappellent notre époque, et en fait on constate que en 1314, c'est peut-être le cas pour d'autres années, mais arbitrairement 1314, et puis ça pousse les gens à s'intéresser à leur histoire, il y a quand même pas mal de choses qui sont en germe et qui préfigurent la République dans tout ce qu'elle a de laid. Il y a un autre chapitre. Il y a un autre chapitre qui a été évoqué par Corentin avant d'aborder également l'entrée Charles de Gaulle. Hein. C'est la chouannerie. Oui. La chouannerie, puisque là, alors moi, vous avez pensé que je suis obsédé par l'anarchisme de droite, hein, et je le suis obsédé, j'en conviens aisément. Comment vous en blâmez? Ouais, la chouannerie dégage un type d'homme hein, formidable, hein, de partisan. Oui, effectivement, il y a un type de partisan. J'imagine que vous n'employez pas ce mot au hasard. Je vous sais lecteur de Carl Schmitt, voilà. François. Effectivement. Alors, il y a une réappropriation quand même depuis les années 80, depuis le travail de Rénal Sécher. Il y a quand même une réappropriation de l'histoire du génocide vendéen. Mais pour moi, dans cet article, le génocide vendéen, en fait, on s'interroge souvent sur ce que sont, vous savez, les valeurs de la République.
nos valeurs. La République qui condamne avec la plus grande fermeté, qui n'hésite pas à se rendre sur place au péril de sa vie. Quelles sont-elles ces valeurs de la République? En fait, il faut se demander quand elles ont été appliquées le plus entièrement. Et en fait, c'est en 1793. Il y a pour moi trois valeurs de la République qui ne sont pas liberté, égalité, fraternité, mais qui sont d'abord la barbarie la plus atroce, qui se double de l'administration, puisque toutes ces éventrations, tous ces massacres sont couverts par des notes de service. Ça aussi, c'est très républicain. Et puis, pour faire oublier la barbarie couplée à l'administration, il y a le mensonge. Voilà, donc les trois valeurs de la République, c'est la barbarie, l'administration et le mensonge. Et en fait, quand on regarde la Vendée, ça semble totalement évident. Alors justement, moi je voulais on a parlé d'histoire, on a parlé de cinéma dans ce livre Éducation minimum aux éditions Manus, puis on parle aussi de style de vie, et notamment des costumes, de la manière de s'habiller, de la manière, on a dit le savoir-vivre, il y a un côté punk aussi, dans la manière de vous voyez, le rapport aux anciens. Tout ça, finalement, ça fait partie de l'éducation minimum, c'est le style de vie. Il suffit pas d'avoir une tête bien faite, il faut aussi habiter le monde d'une manière éduquée. Je pense que c'est très important. Alors il faut pas que ça verse dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le cosplay. Il faut pas que ça soit. Alors cosplay pour les auditeurs, rappelez. Le jeu, en gros, il faut pas que ça vire au déguisement. Voilà. Il faut pas que les gens se costument pour correspondre à l'idée qu'ils se font d'une époque ou d'un mode de vie. En revanche, à partir du moment où on commence à parler de costume, de s'habiller correctement, puisque convaincre c'est d'abord s'habiller correctement, comme dit l'excellent dessinateur Marceau. Porter une chemise, c'est déjà être révolutionnaire. Donc à partir du moment où on s'achète un costume, il n'y a pas de raison d'acheter, comme le disait Romet de Saint-Céran, qui est très spécialiste dans ce domaine, il n'y a pas de raison quand on porte un costume de commencer par s'acheter le costard trop petit bleu électrique de Macron à 200 balles chez Jonas, puisque de toute façon c'est déjà un signe de contradiction, autant y aller à fond et autant porter ce que j'appelle dans le livre un costard de Mac. Alors qu'est-ce qu'un costard de Mac? Un costard de Mac, c'est les costumes qu'on trouvait autrefois sur les épaules des proxénètes, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire de la flanelle, des rayures, du 3 pièces, des gros revers, du croisé, une manière de dire oui, non seulement j'ai un costume, mais je ne porte pas le costume de tout le monde parce que je ne suis pas n'importe qui. Alors vous, François Bousquet, qui est en polo, on le rappelle pour nos auditeurs qui ne regarderaient pas sur YouTube. C'est ma marque de fabrique, le polo. Comme le Brum et celle de Marceau. Vous évoquiez Marceau. Un mot peut-être sur Romet de Saint-Céran, puisque donc il est illustrateur de l'Incorrect, de Conflits, etc., de la Furia bien sûr avec vous, mais aussi signe les croquis sartoriaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce sartorialisme, qui est un mot un peu complexe, mais qui définit assez bien ce rapport à l'élégance, qui est le propre de la France. Le sartorialisme, donc qui vient d'un mot italien qui désigne l'art tailleur. C'est une manière de se réapproprier les codes du vêtement masculin traditionnel. Donc Romet anime ce blog en postant des dessins de très grande qualité, je crois que c'est chaque semaine, et participe à ce mouvement de résurrection de la sape qui est aussi très constitutif, je pense, d'un certain anarchisme de droite. Donc le sartorialisme, c'est simplement une manière de se réhabiller correctement. Alors oui. Si vous permettez, je dis un petit mot sur Romet qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Oui, Romet qui est le dessinateur, on rappelle, de ce livre, qui est illustré. Alors ce livre ne serait pas ce qu'il est sans les dessins de Romet, et sans la participation et la relecture attentive de Romet avant de présenter ce manuscrit. C'est vraiment un travail, c'est vraiment une chance qu'on a eue grâce à la Furia d'être mis en relation. On se connaissait pas du tout. Quand j'ai publié mes articles dans la Furia, Romet les a illustrés. Le dessin et les textes matchaient très bien, et donc on a poursuivi cette aventure, puisque ma chronique dans la Furia pour la première saison s'appelait Éducation minimum, et on a gardé cette idée-là, parce que je pense qu'il y a vraiment, c'est le constat qu'on a fait d'ailleurs avec Romet, en rencontrant les lecteurs de la Furia, il y a une attente de cette jeunesse qui, c'est pas de sa faute, mais n'a pas reçu ce qu'on a reçu nous, donc on a non seulement une dette de gratitude envers nos parents, nos maîtres, etc., mais on a également un devoir vis-à-vis des générations un petit peu plus jeunes, puisque oui, il commence à y avoir des générations un petit peu plus jeunes que nous, de transmettre ce qu'on a reçu, puisque les gens l'attendent. François Bousquet. Vous êtes édité par Magnus, donc qui édite la Furia, qui est dirigé par Laura Magnier, où il y a vous, il y a Romet de Saint-Céran, il y en a d'autres, il y a Oberton, bien sûr, qu'on a reçu ici, Papacito, oui. Est-ce qu'il y a un ton Magnus, la Furia, anciennement Ring, mais aujourd'hui c'est Magnus, la Furia. Moi j'ai l'impression qu'il y a un ton, presque une école en train d'émerger et de se dessiner. Ce serait très positif qu'une école émerge et soit en train de se dessiner. Bon, vous savez, nous, quand on est dedans, on peut pas descendre de vélo pour se regarder pédaler. On n'arrive pas à savoir si on est en train de fonder une école ou s'il y a un ton qui est en train de se mettre en place. Si jamais c'est le cas, et ce serait encore une fois très bien, ce serait grâce à Laura Magnier, qui nous a fait confiance, qui a fait confiance à beaucoup d'autres auteurs,
Magnus, en fait, le seul rapport que Magnus a avec Ring, c'est Laura Magnier, qui a pris avec elle de Ring les auteurs phares qui aujourd'hui ont constitué Magnus et elle a aggloméré autour d'elle et Marceau en tant que directeur artistique de la Furia a aggloméré autour de lui des gens qui sont effectivement dans cette je sais pas si on peut dire que c'est une école mais peut-être qu'il y a Peut-être pas quelque une chose. école. Ouais, peut-être pas une école, mais un ton. Alors moi, vu de l'extérieur, parce que je suis à Élément et pas à la Furia, vu depuis Élément, je trouve qu'il y a un ton. Il y a un ton offensif, hein, un peu punk, hein, impertinent, que bah, les auditeurs qui vous écoutent hein, et ceux qui vont vous lire découvriront ou ont déjà découvert en vous écoutant, mais qu'on voit également chez Marceau, chez Papacito, chez vraiment un ton, un nouvel anarchisme de droite. Hein. Ce serait formidable, François. Et alors justement, pour dire sur ce ton, sur cette nouvelle école, vous dites dans ce livre, hein, vous n'êtes pas obligé d'attacher vos ceintures ou d'écraser vos cigarettes. Donc il y a un côté, on l'a dit, un peu qu'on l'a répété beaucoup de fois. Donc il y a un côté éducation minimum. Oui, il faut à la fois s'imprégner, connaître ces personnes, donc de ces icônes et ces écrivains. Et en même temps, aujourd'hui, les gens ne sont pas éduqués et en même temps, ils ont pas une éducation mais une infantilisation où on leur explique ah bah faut pas rouler trop vite, ah bah faut pas trop fumer, ah bah faut écraser sa cigarette. Donc vous voulez véritablement renverser ça, c'est-à-dire une éducation qui permet véritablement aux gens d'être libres. Enfin une vraie liberté et non pas un libre arbitre qui répond aux plus bas instincts de l'homme. Le but de l'éducation, c'est de transformer les enfants en adultes. C'est un peu cliché de dire ça, c'est pas très original. Mais si on veut rendre les gens adultes, il faut certainement pas leur conseiller de pas mettre leurs mains sur les portes pour ne pas se faire pincer très fort, de manger 5 fruits et légumes par jour, de manger bouger, de prendre rendez-vous pour la xème dose de je ne sais quoi. En fait, si on considère les gens avec, encore une fois, fraternité, miséricorde, on les considère comme des grandes personnes. Nous sommes une civilisation de la personne. Nous avons des comportements transitifs vis-à-vis des gens. On n'est pas bienveillant dans l'absolu. On est au contraire miséricordieux, tendre envers des gens qui sont chacun individuellement irremplaçables. Et il faut s'attacher à ce que les gens redeviennent irremplaçables. Et ils ne l'ont jamais aussi peu été que depuis qu'ils croient que leur vie est unique sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et puis ils n'ont jamais été. En tout cas, les gens se considèrent comme libres alors qu'ils n'ont pas reçu cette éducation, justement parce qu'ils sont pleinement libres, parce que c'est pas toujours facile de lire des écrivains compliqués, ou alors de regarder des vieux films qui peuvent nous élever. François Bousquet, je vous donne le mot, ou en tout cas la question de la fin. Alors, c'est peut-être parce que c'est ma génération. Moi, je suis pas nostalgique. Je trouve pas que c'est un livre nostalgique. Cela étant dit, il me semble que l'essentiel des portraits, c'est les 30 Glorieuses, hein, et que la meilleure décennie, millésimée, c'est les années 1960 qui clôturent votre dernier chapitre, hein, en cabriolet et sur la corniche. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, tout le monde souriait sur la photo, alors qu'aujourd'hui, tout le monde fait la gueule, hein, et que c'est ça que vous regrettez. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça va avec le fait de s'éduquer. À partir du moment où on accepte un certain nombre de contraintes, on est beaucoup plus libre de sourire et les gens n'ont jamais autant fait la gueule que depuis qu'on leur fait croire que tout leur est permis. Vous avez parfaitement raison sur l'esthétique des années 60. D'ailleurs, il y a un chapitre sur le test de 67, qui est un test esthétique qu'on peut appliquer à peu près tous les aspects de la vie. Est-ce que tout ça aurait été bien sérieux ou recevable en 1967, qui est l'année d'avant? Donc effectivement, il y a une esthétique des années 60, milieu fin des 30 Glorieuses, à laquelle je pense tout le monde est sensible. En tout cas encore une fois dans notre famille, puisque les gens sourient, les choses se passent bien. Vous avez vu, les rues sont plus dégagées, il y a un peu moins de papier gras, il y a un peu moins de vendeurs à la sauvette, il y a pas beaucoup de tours Eiffel pas beaucoup de vendeurs de tours Eiffel devant les grands monuments dans les années 60. Quand vous regardez les documentaires de l'INA, oui, effectivement, vous avez cette nostalgie-là, et les documentaires des années 60 où on demande aux enfants ce qu'ils pensent de leur maman, et vous avez l'impression d'entendre des enfants, des gens qui sont mieux éduqués, plus intelligents, ou dans le propos est plus articulé que la plupart des grandes personnes que vous croisez. Donc c'est pas de la nostalgie, c'est une forme d'hommage, et puis ce qui a permis le surgissement de cette esthétique-là existe encore en germe, mais maintenant ça dépend de nous. Oui, tout à fait. C'est très drôle ce que vous dites sur les reportages de l'INA, parce que vraiment, même, il y a parfois même des reportages sur les soi-disant délinquants de Paris dans le 15e arrondissement, et on se rend compte qu'ils ont un langage parfaitement maîtrisé, une articulation parfaite. Ouais, c'est peut-être des loupards, mais ils font pas de faute sur l'imparfait du subjonctif. Voilà, exactement. Alors, éducation minimum, merci. Alors,
François Bousquet, très vite, mais on est obligé de Non, finir. les voyous à l'époque lisent La condition humaine de Malraux, Albert Camus et Georges Bernanos. Voilà, exactement. Ils avaient donc une éducation minimum, et c'est le titre de votre dernier livre, Éducation minimum, Arnaud Florac aux éditions Manus. C'est un très beau cadeau de Noël, voilà, pour un fils, pour un petit-fils, surtout pour les hommes et aussi pour les femmes, hein, évidemment. Éducation minimum, c'est très drôle, et puis ça rend joyeux. Ce n'est pas nostalgique et ça rend joyeux. Merci à vous, Arnaud Florac. Merci. Et merci François Bousquet. On se retrouve la semaine prochaine.